Toutes les images disparaîtront. La femme accroupie qui urinait en plein jour derrière un baraquement servant de café en bordure des ruines à Yvetot après la guerre se renculottait debout, jupe relevée et s'en retournait au café. La figure pleine de larmes d'Alida Valli, dansant avec George Wilson dans le film Une aussi longue absence. L'homme croisé sur un trottoir de Padoue l'été 90, avec des mains attachées aux épaules, évoquant aussitôt le souvenir de la thalidomide, prescrite aux femmes enceintes contre les nausées 30 ans plus tôt et du même goût. L'histoire drôle qui se racontait ensuite. Une future mère tricote de la layette en avalant régulièrement de la thalidomide, un rang, un cachet. Une amie horrifiée lui dit « Tu ne sais donc pas que ton bébé risque de naître sans bras ?» Et elle répond « Oui, je sais bien, mais je ne sais pas tricoter les manches. » Claude Pieplu en tête d'un régiment de légionnaires, le drapeau dans une main, de l'autre tirant une chèvre dans un film des Charlots. Cette dame, majestueuse, atteinte d'Alzheimer, vêtue d'une blouse à fleurs comme les autres pensionnaires de la maison de retraite, mais elle, avec un châle bleu sur les épaules, arpentant sans arrêt les couloirs, hautainement, comme la duchesse de Guermantes au bois de Boulogne, et qui faisait penser à Céleste Albaret, telle qu'elle était apparue un soir dans une émission de Bernard Pivot. Sur une scène de théâtre en plein air, la femme enfermée dans une boîte que des hommes avaient transpercée de part en part avec des lances d'argent, ressortie vivante, parce qu'il s'agissait d'un tour de prestidigitation appelé le martyre d'une femme. Les momies en dentelle déguenillées pendouillant au mur du couvent dei Cappuccini de Palerme, le visage de Simone Signoret sur l'affiche de Thérèse Raquin, la chaussure tournant sur un socle dans un magasin André, rue du Gros Horloge à Rouen, et autour la même phrase défilant continuellement avec babibotte, bébé trotte et pousse bien. L'inconnu de la gare Termini à Rome, qui avait baissé à demi le store de son compartiment de première et, invisible jusqu'à la taille, de profil, manipulait son sexe à destination de jeunes voyageuses du train sur le quai d'en face, accoudées à la barre. Le type, dans une publicité au cinéma pour Pec Vaisselle, qui cassait allègrement les assiettes sales au lieu de les laver, et une voix off disait « Ce n'est pas la solution !» Et le type regardait avec désespoir les spectateurs « Mais quelle est la solution ?» La plage d'Arénie de Mar, à côté d'une ligne de chemin de fer, le client de l'hôtel qui ressemblait à Zapimax. Le nouveau-né brandi en l'air comme un lapin décarpillé dans la salle d'accouchement de la clinique Pasteur de Codéran, retrouvé une demi-heure après, tout habillé, dormant sur le côté dans le petit lit, une main dehors et le drap tiré jusqu'aux épaules. La silhouette sémillante de l'acteur Philippe Lemaire, marié à Juliette Gréco. Dans une publicité à la télé, le père essayant vainement en douce derrière son journal de lancer en l'air une picorette et de la rattraper avec la bouche, comme sa petite fille. Une maison avec une tonnelle de vignes vierges qui était un hôtel dans les années 60 au 90A sur les Zattere à Venise. Les centaines de faces pétrifiées, photographiées par l'administration avant le départ pour les camps sur les murs d'une salle du palais de Tokyo à Paris, au milieu des années 80. Les cabinets, installés au-dessus de la rivière, dans la cour derrière la maison de l'île Bonne. Les excréments, mêlés au papier emporté doucement par l'eau qui clapotait autour. Toutes les images crépusculaires des premières années, avec les flaques lumineuses d'un dimanche d'été, celles des rêves où les parents morts ressuscitent, où l'on marche sur des routes indéfinissables, celles de Scarlett O'Hara traînant dans l'escalier le soldat yankee qu'elle vient de tuer, courant dans les rues d'Atlanta à la recherche d'un médecin pour Mélanie qui va accoucher, de Molly Bloom, couchée à côté de son mari et se souvenant de la première fois où un garçon l'a embrassée et elle dit « Oui, oui, oui » d'Elisabeth Drummond, tuée avec ses parents sur une route à l'URSS en 1952. Les images, réelles ou imaginaires,
celles qui suivent jusque dans le sommeil, les images d'un moment baigné d'une lumière qui n'appartient qu'à elles. Elles s'évanouiront toutes d'un seul coup, comme l'ont fait des millions d'images qui étaient derrière les fronts des grands-parents morts. Il y a un demi-siècle, des parents morts, eux aussi, des images où l'on figurait en gamine au milieu d'autres êtres déjà disparus avant qu'on soit né. De même que dans notre mémoire sont présents nos enfants petits aux côtés de nos parents et de nos camarades d'école. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Comme le désir sexuel, la mémoire ne s'arrête jamais. Elle apparie les morts aux vivants, les êtres réels aux imaginaires, le rêve à l'histoire. S'annuleront subitement les milliers de mots qui ont servi à nommer les choses, les visages des gens, les actes et les sentiments, ordonner le monde, fait battre le cœur et mouiller le sexe, les slogans, les graffitis sur les murs et des WC, les poèmes et les histoires sales, les titres, anamnèse, épigone, noème, théorétique, les termes notés sur un carnet avec leur définition pour ne pas consulter à chaque fois le dictionnaire. Les tournures que les autres utilisaient avec naturel et dont on doutait d'en être capable aussi un jour, il est indéniable que forçait de constater. Tout s'effacera en une seconde. Le dictionnaire accumulé du berceau au dernier lit s'éliminera. Ce sera le silence et aucun mot pour le dire. De la bouche ouverte, il ne sortira rien, ni je, ni moi. La langue continuera à mettre en mots le monde. Les conversations autour d'une table de fête, on ne sera qu'un prénom, de plus en plus sans visage, jusqu'à disparaître dans la masse anonyme d'une lointaine génération. La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets, en fond des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée par devant, l'autre laissée dans le dos, tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Les cuisses plus claires ainsi que le haut des bras dessinent la forme d'une robe et indiquent le caractère exceptionnel pour cet enfant d'un séjour ou d'une sortie à la mer. La plage est déserte. Au dos, août 1949, Sotteville-sur-Mer. Elle va avoir 9 ans. Elle est en vacances avec son père chez un oncle et une tante, des artisans qui fabriquent des cordes. Sa mère est restée à Yvetot tenir le café-épicerie qui ne ferme jamais. C'est elle qui, habituellement, tresse ses cheveux en 2 nattes serrées et les fixe en couronne autour de sa tête avec des barrettes à ressort et des rubans. Soit ni son père ni sa tante savent attacher ses tresses ainsi, soit elle profite de l'absence de sa mère pour les laisser flotter. Difficile de dire à quoi elle pense ou rêve. Comment elle regarde les années qui la séparent de la libération, de quoi elle se souvient sans effort. Peut-être n'y a-t-il déjà plus d'autres images que celles-ci qui résisteront à la déperdition de la mémoire. L'arrivée dans la ville de décombres et la chienne en chaleur qui s'enfuit. Le premier jour d'école à la rentrée de Pâques. Elle ne connaît personne. La grande excursion de toute la famille maternelle à Fécamp dans un train aux banquettes de bois avec la grand-mère en chapeau de paille de riz noir et les cousins qui se déshabillent sur les galets, leurs fesses nues. Le porte-aiguille en forme de sabot fabriqué pour Noël
dans un bout de chemise. Pas si bête, avec Bourvil. Sans doute, rien dans sa pensée, des événements politiques ou des faits divers, de tout ce qui sera reconnu plus tard comme ayant fait partie du paysage de l'enfance. Un ensemble de choses sues et flottantes. Vincent Auriol, la guerre en Indochine, Marcel Cerdan, champion du monde de boxe, Pierrot le fou, Marie Bénard, l'empoisonneuse à l'arsenic. Il n'y a de sûr que son désir d'être grande. Le progrès était à l'horizon des existences. Il signifiait le bien-être, la santé des enfants, les maisons lumineuses et les rues éclairées, le savoir, tout ce qui tournait le dos aux choses noires de la campagne et à la guerre. Il était dans le plastique et le formica, les antibiotiques et les indemnités de la sécurité sociale, l'eau courante sur l'évier et le tout à l'égout, les colonies de vacances, la continuation des études et l'atome. Il faut être de son temps, disait-on à l'envie, comme une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. En classe de 4e, les sujets de rédaction invitaient à composer sur les bienfaits de l'électricité ou à écrire une réponse à quelqu'un qui dénigre devant vous le monde moderne. Les parents affirmaient, les jeunes en sauront plus que nous. Dans les déjeuners du dimanche, au milieu des années 60, quand les parents profitaient de la présence de l'étudiant, rentraient le week-end faire laver son linge, pour inviter des membres de la famille et des amis, la table est discutée de l'apparition d'un supermarché et des constructions d'une piscine municipale, des 4L et des amis 6. Ceux qui avaient acheté une télévision discutaient du physique des ministres et des speakerines, parlaient des vedettes qu'ils voyaient à l'écran comme s'il s'agissait de voisins de palier. Avoir vu les images de la confection du steak flambé au poivre avec Raymond Oliver, une émission médicale d'Igor Barrère ou 36 chandelles, semblait leur conférer un droit de parole supérieur. Devant la raideur et le désintérêt de ceux qui n'avaient pas de télévision, ne connaissaient ni Zitrone, ni Anne-Marie Pesson, ni les bébés passés à la moulinette de Jean-Christophe Averti, ils en revenaient au sujet de proximité et d'intérêt commun, la meilleure façon d'apprêter le lapin, les avantages des fonctionnaires, la boucherie qui vous sert bien. Ils évoquaient l'an 2000, calculaient leur probabilité d'être encore vivants, l'âge qu'ils auraient. Ils s'amusaient à imaginer la vie à la fin du siècle, les repas remplacés par une pilule, des robots qui feraient tout, les maisons dans la lune. Ils s'arrêtaient vite, tout le monde se fichant de savoir comment on vivrait dans 40 ans, juste être en vie. Avec le sentiment d'un nécessaire sacrifice, aux invités qui s'extasiaient sur nos études, aux parents, pour l'argent de poche et le linge lavé repassé qu'on remportait, des heures qui auraient pu être consacrées à lire les vagues de Virginia Woolf ou la psychologie sociale de Stroessner, on se mêlait de bonne grâce et maladroitement à la conversation. Malgré soi, on remarquait les façons de saucer l'assiette, secouer la tasse pour faire fondre le sucre, de dire avec respect « quelqu'un de haut placé ». Et l'on percevait d'un seul coup le milieu familial de l'extérieur, comme un monde clos qui n'était plus le nôtre. Les idées qui nous habitaient étaient étrangères aux maladies, aux légumes à planter en lune montante, aux mises à pied à l'usine, à tout ce qui s'échangeait ici. D'où l'on renonçait à leur parler de nous, de nos cours, veillait à ne les contredire en rien, comme si déclarer qu'on n'était pas sûr d'avoir plus tard une bonne situation, ni d'être dans l'enseignement à les faire s'effondrer leurs croyances, leur paraître une insulte et les faire douter de nos capacités. Les souvenirs de l'occupation et des bombardements n'échauffaient plus les convives. La reviviscence des émotions d'hier avait disparu quand quelqu'un disait à la fin du repas « Encore un que les Boches n'auront pas », c'était simple citation. À nous aussi. Les grands dimanches d'après-guerre, Fleur de Paris et le petit vin blanc semblaient appartenir à un temps révolu, celui de l'enfance, à propos duquel on avait envie de rien entendre. Et si un oncle essayait de le raviver, te souviens-tu, quand je t'ai appris à monter à bicyclette, on le trouvait vieux. Dans la rumeur des mots, des voix et expressions entendues depuis que nous étions au monde,
mais qui ne nous venait plus spontanément. On se sentait flotter dans des images indiscernables d'autres dimanches, plongeant jusqu'à ce temps dont nous entendions les récits en revenant au dessert, essoufflés d'avoir trop joué, avant d'écouter des refrains que personne ne se souciait plus de reprendre aujourd'hui. Parce que les étés finissaient par se ressembler, qu'il était de plus en plus lourd de n'avoir souci que de soi, que l'injonction de se réaliser tournait à vide à force de solitude et de discussion dans les mêmes cafés, que le sentiment d'être jeune se muait en celui d'une durée indéfinie et morne, qu'on constatait la supériorité sociale du couple sur le célibataire. On tombait amoureux avec plus de détermination que les autres fois, et un moment d'inattention au calendrier Ogineau aidant, on se retrouvait mariés et bientôt parents. La rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde accélérait l'histoire des individus. On finissait les études en travaillant comme pion, enquêteur occasionnel, donneur de cours particuliers. Partir en Algérie ou en Afrique noire en tant que coopérant tentait comme une aventure, une façon de s'accorder un ultime délai avant l'établissement. À chaque moment du temps, à côté de ce que les gens considèrent comme naturel de faire et de dire, à côté de ce qu'il est prescrit de penser, autant par les livres, les affiches dans le métro que par les histoires drôles, il y a toutes les choses sur lesquelles la société fait silence et ne sait pas qu'elle le fait, vouant au mal-être solitaire ceux et celles qui ressentent ces choses sans pouvoir les nommer. Silence qui est brisé un jour, brusquement ou petit à petit, et des mots jaillissent sur les choses, enfin reconnus, tandis que se reforment au-dessous d'autres silences. Plus tard, les journalistes et les historiens aimeraient se souvenir à l'envi d'une phrase de Pierre Viançon pontée dans Le Monde quelques mois avant mai 68. La France s'ennuie. Il serait facile de retrouver les images ternes de soi, pleines d'une morosité indatable, des dimanches devant Anne-Marie Pesson, et l'on serait sûr qu'il en avait été de même pour tous les gens. Un monde figé dans une grisaille uniforme. Et la télévision, en diffusant une iconographie immuable avec un corpus réduit d'acteurs, instituerait une version de Né-Variétour des événements, imposant l'impression que cette année-là, on avait tous entre 18 et 25 ans et on lançait des pavés au CRS, un mouchoir sur la bouche. Sous la répétition des images prises par les caméras, on refoulait celle de sa propre histoire de mai, ni notoire, la place de la gare déserte un dimanche sans voyageurs et sans journaux au kiosque, ni glorieuse, quand on a eu peur de manquer d'argent qu'on s'est dépêché de retirer à la banque, d'essence et surtout de nourriture, remplissant à rabord un chariot à Carrefour par mémoire transmise de la faim. Nous, qui n'avions jamais pris réellement notre parti du travail, qui ne voulions pas vraiment les choses que nous achetions, nous nous reconnaissions dans les étudiants à peine plus jeunes que nous balançant des pavés sur les CRS. Ils renvoyaient au pouvoir, à notre place, ces années de censure et de répression, le matage violent des manifestations contre la guerre en Algérie, les ratonnades, la religieuse interdite et les déesses noires des officiels. Ils nous vengeaient de toute la contention de notre adolescence, du silence respectueux dans les amphis, de la honte à recevoir des garçons en cachette dans les chambres de la cité. C'est en soi-même, dans les désirs brimés, les abattements de la soumission, que résidait l'adhésion au soir flambant de Paris. On regrettait de ne pas avoir connu tout cela plus tôt, mais on se trouvait chanceux que ça nous arrive en début de carrière. Nous, qui en étions restés au PSU pour changer la société,
On découvrait les Mao, les trotskistes, une énorme quantité d'idées et de concepts d'un seul coup au grand jour. Sortaient de partout des mouvements, des livres et des revues, des philosophes, critiques, sociologues, Bourdieu, Foucault, Barthes, Lacan, Chomsky, Baudrillard, William Reich, Ivan Illich, tel quel, l'analyse structurale, la narratologie, l'écologie, d'une façon ou d'une autre, que ce soit les héritiers ou le petit livre suédois sur les positions sexuelles, tout allait dans le sens d'une intelligence nouvelle et d'une transformation du monde. On baignait dans des langages inédits, ne sachant où donner de la tête, surpris de ne pas avoir entendu parler de tout cela avant. En un mois, on avait rattrapé des années. Et on était rassurés de retrouver vieilli, mais plus pugnace que jamais, émouvant, Beauvoir avec son turban et Sartre, même s'il n'avait rien de neuf à nous apprendre. André Breton, malheureusement, était mort 2 ans trop tôt. Rien de ce qu'on considérait jusqu'ici comme normal n'allait de soi. La famille, l'éducation, la prison, le travail, les vacances, la folie, la publicité, toute la réalité était soumise à examen, y compris la parole de celui qui critiquait, sommé de sonder le tréfonds de son origine. D'où tu parles, toi ? La société avait cessé de fonctionner naïvement. Acheter une voiture, noter un devoir, accoucher, tout faisait sens. Rien de la planète ne devait nous être étranger. Les océans, le crime de Bruay-en-Artois, nous étions partie prenante de toutes les luttes. Le Chili d'Allende et Cuba, le Vietnam, la Tchécoslovaquie. On évaluait les systèmes, on cherchait des modèles, on était dans une lecture politique généralisée du monde. Le mot principal était libération. Il était accordé à chacun, pourvu qu'il représente un groupe, une condition, une injustice, de parler et d'être écouté, intellectuel ou non. Avoir vécu quelque chose en tant que femme, homosexuelle, transfuge de classe, détenu, paysan, mineur, donnait le droit de dire « je ». Il y avait une exaltation à se penser en termes collectifs. Des porte-paroles s'élevaient spontanément, de prostituées et de travailleurs en grève. Charles Piaget, l'ouvrier de l'IP, était plus connu que le psychologue du même nom dont on nous avait rabattu les oreilles en philo, ignorant qu'un jour, ni l'un ni l'autre ne nous évoquerait rien d'autre qu'un joaillier de luxe dans les revues, chez le coiffeur. Les garçons et les filles étaient maintenant partout ensemble. La distribution des prix, les compositions et la blouse supprimées, les notes remplacées par les lettres de A à E. Les élèves s'embrassaient et fumaient dans la cour, jugeaient à haute voix le sujet de rédaction débile ou génial. On expérimentait la grammaire structurale, les champs sémantiques et les isotopies, la pédagogie freinait. On abandonnait Corneille et Boileau pour Boris Vian, Ionesco, les chansons de Bobby Lapointe et de Colette Mani, Pilote et la bande dessinée. On faisait écrire un roman, un journal puisant dans l'hostilité des collègues qui s'étaient terrés en 68 dans la salle des profs, et celle des parents criant au scandale parce qu'on faisait lire l'attrape-cœur et les petits-enfants du siècle, un surcroît de persévérance. On sortait des débats de 2 heures sur la drogue, la pollution ou le racisme dans une espèce d'ébriété avec tout au fond de soi le soupçon de n'avoir rien appris aux élèves. Est-ce qu'on n'était pas en train de pédaler à côté du vélo ? Mais l'école, de toute manière, servait-elle à quelque chose ? On sautait sans fin d'interrogation en interrogation, penser, parler, écrire, travailler, exister autrement. On estimait n'avoir rien à perdre, de tout essayer. 1968 était la première année du monde.
Les soirs d'été, au début des années 70, dans l'odeur de la terre sèche et du thym, les convives rassemblés autour de la grande table de ferme achetaient 1000 francs à peine chez un brocanteur. De brochettes et d'une ratatouille niçoise, il fallait penser aux végétariens, qui ne se connaissaient pas entre eux, Parisiens retapant la maison d'à côté, routards de passage, adeptes de randonnée, de peinture sur soie, couple avec et sans enfants, hommes broussailleux, adolescentes ensauvagées, femmes mûres en robe indienne. Après un début réticent malgré le tutoiement instauré d'emblée, les conversations s'engageaient sur les colorants et les hormones dans les aliments, la sexologie, l'expression corporelle, l'antigymnastique, la méthode Mézières, la méthode Roger, le yoga, la naissance sans violence de Frédéric Leboyer, l'homéopathie et le soja, l'autogestion et l'hype, René Dumont. On s'interrogeait s'il était préférable d'envoyer ses enfants à l'école ou les éduquer soi-même, toxique d'utiliser de l'Ajax pour récurer, utile de faire du yoga, une thérapie de groupe, utopique de travailler seulement 2 heures par jour, si les femmes devaient réclamer l'égalité avec les hommes ou l'égalité dans la différence. On passait en revue les meilleures façons de se nourrir, de naître, d'élever les enfants, de se soigner, d'enseigner, d'être en harmonie avec soi, les autres, la nature, d'échapper à la société, de s'exprimer. Poterie, tissage, guitare, bijoux, théâtre, écriture. Un immense et vague désir de créer flottait. Tout le monde se réclamait d'une activité artistique ou projetait d'en avoir. Il était convenu d'une façon ou d'une autre, toutes se valaient et, à défaut de peindre ou de jouer de la flûte traversière, il restait la possibilité de se créer soi en faisant une psychanalyse. Tandis que les enfants couchaient tous ensemble dans la même chambre s'en donnaient à cœur joie de sottises multiples malgré l'ordre proféré pour la forme de ne pas faire le souk, qu'on buvait la goutte du paysan d'à côté, invité seulement à l'apéritif. Les discours évoluaient vers les interrogations sexuelles rêveuses. Est-ce que nous étions hétéros ou homos? Les aveux, le premier orgasme, la fille sauvage déclarait « j'aime chier ». Se retrouver ce soir d'été entre individus sans lien, loin des repas familiaux et des rites dont nous avions la détestation, donnait le sentiment exaltant de s'ouvrir à la diversité du monde. On se sentait redevenu adolescent. Personne n'avait l'idée d'évoquer la guerre, Auschwitz et les camps, ni les événements d'Algérie à faire classer. Seulement Hiroshima, l'avenir nucléaire. Entre les siècles de paysannerie dont la nuit odorante de la garrigue semblait apporter le souffle et ce moment d'août 73, il n'y avait rien eu. Quelqu'un commençait à jouer de la guitare, à chanter comme un arbre dans la ville de Maxime le Forestier et Duerme Negrito de Quilapayún. On écoutait les yeux baissés. On allait dormir au petit bonheur sur des lits de camp dans l'ancienne magnanerie, ne sachant pas s'il valait mieux faire l'amour avec son voisin de droite ou de gauche ou rien. Le sommeil nous prenait avant d'avoir décidé, euphorisé et conforté dans la valeur d'un style de vie dont on s'était offert toute la soirée à nous-mêmes le spectacle. Loin des beaufs entassés dans des campings à Merlin-Plage.
La société avait maintenant un nom. Elle s'appelait Société de consommation. C'était un fait, sans discussion, une certitude sur laquelle, qu'on s'en félicite ou qu'on le déplore, il n'y avait pas à revenir. L'augmentation du prix du pétrole tétanisait brièvement. L'air était à la dépense. Il y avait une appropriation révolue des choses et des biens de plaisir. On achetait un frigo 2 portes, une R5 prime sautière, une semaine en club hôtel à Flaine, un studio à la Grande Motte. On changeait la télé. Sur l'écran couleur, le monde était plus bleu, les intérieurs plus enviables. La distance qu'instaurait le noir et le blanc avec l'univers quotidien, dont il était le négatif sévère, presque tragique, disparaissait. La pub montrait comment il fallait vivre et se comporter, se meubler. Elle était la monitrice culturelle de la société et les enfants réclamaient de l'évian fruité, c'est plus musclé. Les biscuits Cadbury, du Kiri, un manche-disque pour écouter la chanson des Aristochats et la bonne du curé, une voiture téléguidée et une poupée Barbie. Les parents espéraient qu'avec tout ce qu'on leur donnait, ils ne fumeraient pas du hache plus tard. Et nous, qui n'étions pas dupes, qui examinions gravement les dangers de la publicité avec les élèves, donnions un sujet sur le bonheur est-il dans la possession des choses. Nous achetions à la Fnac une chaîne IFI, une radiocassette Grinding, une caméra Super 8 Bell et Howell, avec l'impression d'utiliser la modernité à des fins intelligentes. Pour nous et par nous, la consommation se purifiait, les idéaux de mai se convertissaient en objets et en divertissement. Nous, qui avions avorté dans des cuisines, divorcés, qui avions cru que nos efforts pour nous libérer serviraient aux autres, nous étions prises d'une grande fatigue. Nous ne savions plus si la révolution des femmes avait eu lieu. On continuait à voir le sang après 50 ans. Il n'avait plus la même couleur, ni la même odeur qu'avant. Une espèce de sang illusoire. Mais cette sanction régulière du temps qu'on pouvait maintenir jusqu'à la mort nous rassurait. On portait des jeans et des caleçons, des t-shirts comme les filles de 15 ans, disions comme elles « mon copain » pour parler de notre amant régulier. À mesure qu'on vieillissait, on n'avait plus d'âge. En entendant Only You ou Caprice est fini sur Radio Nostalgie, une jeune douceur nous envahissait. Le présent s'agrandissait jusqu'à nos 20s. Par rapport à nos mères refermées et suantes dans leur ménopause, on avait l'impression de gagner sur le temps. Les femmes jeunes rêvaient de s'attacher à un homme. Les plus de 50 ans qui en avaient eu un n'en voulaient plus. L'an 2000 approchait.
L'an 2000 approchait. Nous en étions incrédules qu'il nous soit donné à nous de connaître cela. On trouvait dommage que des gens meurent avant. On n'imaginait pas qu'il puisse se passer normalement. Un bug informatique était annoncé, un dérèglement planétaire, une espèce de trou noir précurseur de la fin du monde, d'un retour à la sauvagerie des instincts. Le XXe siècle se fermait derrière nous à coups de bilan, tout était répertorié, classé, évalué, les découvertes, les œuvres littéraires, artistiques, les guerres, les idéologies, comme s'il fallait entrer dans le XXIe siècle avec une mémoire blanche. Une sorte de temps solennel et accusateur, nous étions redevables de tout, nous surplombait et nous dépouillait de nos propres souvenirs, de ce qui n'avait jamais été pour nous cette totalité, le siècle, mais seulement un glissement d'années plus ou moins saillantes selon les modifications de notre vie. Dans le siècle à venir, les gens que nous avions connus pendant l'enfance et qui avaient disparu, parents et grands-parents, seraient définitivement morts. Au milieu de cette première décennie du XXIe siècle, qu'on n'appelait jamais année zéro, à la table où nous avions réuni les enfants bientôt quadragénaires, même si en jeans et converse ils avaient toujours l'air d'adolescents, leurs compagnons et compagnes, les mêmes depuis plusieurs années, et les petits-enfants, leur adjoignant la présence de l'homme passé du statut transitoire d'amant caché à celui de compagnon stable, admissible dans les réunions familiales, la conversation fourmillait d'abord de questions réciproques sur le travail précaire ou menacé par un plan social dû au rachat de l'entreprise, les modes de transport, les horaires et les congés, le nombre de cigarettes par jour et l'arrêt du tabac, sur les loisirs, photos et musique, téléchargements, sur les derniers achats d'objets nouveaux, la dernière version de Windows, le dernier modèle de portable, la 3G, sur le rapport à la consommation et l'usage du temps. Tout ce qui permettait de réactualiser la connaissance des uns sur les autres, d'évaluer les styles de vie, en confortant secrètement la croyance en l'excellence du sien. Ils confrontaient leur point de vue sur les films, croisaient les critiques de Télérama, Libé ou les Inrocks, Technicar, disaient leur enthousiasme sur les séries américaines, 6 Feet Under, 24 heures chrono, nous incitaient à regarder au moins un épisode, persuadés qu'on n'en ferait rien, voulant nous apprendre mais n'acceptant pas qu'on leur apprenne, laissant transparaître leur certitude que notre savoir des choses n'était plus en phase avec le monde autant que le leur. On parlait de l'élection présidentielle à venir, on renchérissait à qui mieux sur l'inanité de la campagne, leur colère du gavage Ségo-Sarko raillait l'ordre juste et les gagnants-gagnants de la candidate socialiste, sa façon molle et bien éduquée d'aligner des phrases creuses, s'effrayait du talent populiste de Sarko et son irrésistible ascension. On convenait de l'incapacité à choisir entre Beauvais, Voynet ou Besancenot. À la limite, on avait envie de voter pour personne. Assuré que cette élection-là ne changerait pas la vie, tout au moins pouvait-on espérer que ce ne serait pas pire avec la socialiste. Ils en venaient au grand sujet de conversation, les médias, leur manipulation de l'opinion, le moyen de les contourner. Ils n'accordaient de crédibilité qu'à YouTube, Wikipédia, Raisonnet, Acrimed sur le web. La critique des médias importait plus que l'info elle-même. Tout était dérision et fatalisme joyeux de fête. Les banlieues pèteraient de nouveau, le conflit israélo-palestinien était incurable et le monde allait dans le mur avec le réchauffement de la planète, la fonte des glaces et la mort des abeilles. Quelqu'un s'exclamait « Au fait, et la grippe aviaire ?» Et Ariel Sharon, toujours dans le coma, déclenchant l'énumération d'autres choses oubliées, le SRA et l'affaire Clearstream et les mouvements de chômeurs, moins pour reconnaître l'amnésie collective que pour fustiger la domination des médias sur l'imaginaire. L'évanouissement du passé le plus récent stupéfiait. Il n'y avait ni mémoire, ni narration, juste un rappel des années 70 qui paraissaient désirables à nous, qui les avions vécues, à eux qui avaient été trop jeunes et n'en gardaient que les souvenirs d'objets, d'émissions, de musique, les pièces aux genoux, Kiri le clown, le manche-disque,
Travolta et la fièvre du samedi soir. Dans la vivacité des échanges, il n'y avait pas assez de patience pour les récits. On écoutait, on intervenait discrètement, soucieuse de tenir le rôle de modératrice, d'empêcher l'exclusion des pièces rapportées, en se plaçant au-dessus des connivences de couple et de filiation, attentive à détourner les prémices de discorde, tolérant les moqueries sur notre ignorance technologique. On se sentait la cheftaine indulgente et sans âge d'une tribu uniformément adolescente, ne parvenant pas à réaliser qu'on était grands-parents, comme si pour toujours ce titre était dévolu à ses grands-parents à soi, une sorte d'essence à laquelle leur disparition ne changeait rien. Une fois de plus, dans les corps rapprochés, le passage des toasts et du foie gras, la mastication et les plaisanteries, l'évitement de la gravité, se construisait la réalité immatérielle des repas de fête. Réalité dont, quand on s'en extrayait quelques minutes pour fumer une cigarette ou surveiller la cuisson de la dinde, et qu'on rejoignait la tablée bourdonnante, déjà étranger au nouveau sujet de conversation, on ressentait la force et la compacité. Et quelque chose de l'enfance se rejouait ici, une scène ancienne et dorée, avec des gens assis aux figures brouillées, dans une rumeur indistincte de voix. Heureuse ou malheureuse, ces choses, quand elle les compare aux autres, plus lointaines de sa vie, ne lui paraissent avoir en rien modifié ses façons de penser, ses goûts et ses intérêts tels qu'ils se sont constitués aux alentours de 50 ans en une espèce de solidification intérieure. La succession de béances qui sépare toutes les figures d'elle au passé s'arrête là. Ce qui a le plus changé en elle, c'est sa perception du temps, de sa situation à elle dans le temps. Elle a perdu son sentiment d'avenir, cette sorte de fond illimité sur lequel se projetaient ses gestes, ses actes, une attente de choses inconnues et bonnes qui l'habitait quand elle remontait le boulevard de la Marne en automne vers la fac, refermait les mandarins, plus tard sautait dans sa mini-Austin à la fin des cours, ramassait ses enfants à l'école, et plus tard encore, après son divorce et la mort de sa mère, partant pour la première fois aux États-Unis avec l'Amérique de Joe Dassin dans la tête jusqu'à il y a 3 ans, jetant une pièce dans la fontaine de Trévis avec le vœu de revenir à Rome. C'est un sentiment d'urgence qui le remplace, la ravage.
Elle a peur qu'au fur et à mesure de son vieillissement, sa mémoire ne redevienne celle nuageuse et muette qu'elle avait dans ses premières années de petite fille, dont elle ne se souviendra plus. Déjà, quand elle essaie de se rappeler les collègues du lycée de montagne où elle a enseigné 2 ans, elle revoit des silhouettes, des figures, parfois avec une extrême précision, mais il lui est impossible de mettre un nom dessus. Elle s'acharne à retrouver le nom manquant, à faire coïncider une personne et un nom, comme raccorder 2 moitiés séparées. Peut-être un jour, ce sont les choses et leurs dénominations qui seront désaccordées et elle ne pourra plus nommer la réalité. Il n'y aura que du réel indicible. C'est maintenant qu'elle doit mettre en forme, par l'écriture, son absence future, entreprendre ce livre, encore à l'état d'ébauche et de milliers de notes, qui double son existence depuis plus de 20 ans, devant couvrir du même coup une durée de plus en plus longue. Quand elle désirait écrire, autrefois, dans sa chambre d'étudiante, elle espérait trouver un langage inconnu qui dévoilerait des choses mystérieuses à la manière d'une voyante. Elle imaginait aussi le livre fini comme la révélation aux autres de son être profond, un accomplissement supérieur, une gloire. Que n'aurait-elle pas donné pour devenir écrivain de la même façon qu'enfant, elle souhaitait s'endormir et se réveiller, Scarlett O'Hara. Par la suite, dans des classes brutales de 40 élèves, derrière un caddie au supermarché, sur les bancs du jardin public à côté d'un landau, ses rêves l'ont quitté. Il n'y avait pas de monde ineffable, surgissant par magie de mots inspirés. Elle n'écrirait jamais qu'à l'intérieur de sa langue, celle de tous, le seul outil avec lequel elle comptait agir sur ce qui la révoltait. Alors, le livre à faire représentait un instrument de lutte. Elle n'a pas abandonné cette ambition, mais plus que tout, maintenant, elle voudrait saisir la lumière qui baigne des visages désormais invisibles, des nappes chargées de nourritures évanouies. Cette lumière qui était déjà là dans les récits des dimanches d'enfance et n'a cessé de se déposer sur les choses aussitôt vécues, une lumière antérieure, sauvée. Le petit bal de Bazoches-sur-Ouenne avec les autos tamponneuses. La chambre d'hôtel rue Beauvoisine à Rouen, non loin de la librairie Le Pouzet où Kayat avait tourné une scène de Mourir d'aimer. La tireuse de vin au carrefour de la rue du Parmelan, Annecy. Je me suis appuyée à la beauté du monde et j'ai tenu l'odeur des saisons dans mes mains. Le manège du parc thermal de Saint-Honoré-les-Bains. La toute jeune femme en manteau rouge qui accompagnait l'homme titubant sur le trottoir qu'elle était allée chercher au café Le Duguesclin en hiver à La Roche-Posay. Le film des gens sans importance.
l'affiche à demi déchirée, 3615 Hula, au bas de la côte de Fleury-sur-Andelle. Un bar et un jukebox qui jouait Apache, à Telly O'Connor, Finchley. Une maison au fond d'un jardin, 35 avenue Edmond Rostand à Villiers-le-Bel. Le regard de la chatte noire et blanche au moment de s'endormir sous la piqûre. L'homme en pyjama et chaussons, tous les après-midi dans le hall de la maison de retraite à Pontoise, qui pleurait en demandant aux visiteurs d'appeler son fils, en tendant un bout de papier sale où était écrit un numéro. La femme de la photo du massacre de Houssine, Algérie, qui ressemblait à une Pietà. L'éblouissant soleil sur les murs de San Michele depuis l'ombre des Fondamenta Nuova. Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais.